tu avais seulement un Français sur 7% ou sur 8% qui fait globalement confiance à un commercial. Alors que néanmoins, c'est quelque chose qui est tout à fait nécessaire au fait de faire tourner nos entreprises. Si on n'a même pas de cash, il n'y a pas d'entreprise, c'est un loisir. Un agent co va avoir un taux de conversion qui est à peu près d'un tiers globalement. Par contre, il faut que tu saches que tu as à peu près 100 fois plus d'entreprises qui recherchent des agents que d'agents sur le terrain. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Lead Club. Aujourd'hui, je suis très content d'accueillir Kylian Laurent, qui est spécialisé dans la mise en relation avec des entreprises, avec les commerçants indépendants. C'est vraiment quelque chose qui sort de l'ordinaire dans un monde rempli de digital et dans les nouvelles techniques et les autres épisodes du Lead Club. Mais je tenais à vous montrer ça parce que c'est quelque chose qui fonctionne encore, qui marche vraiment bien et qui est un peu négligé avec ces nouvelles techniques du digital. Et parfois, ça fait du bien de revenir un peu aux techniques plus conventionnelles parce qu'il y a des business, etc., qui en ont besoin et qui peuvent, et même les business, on va dire, un peu plus 2 ou 3.0 peuvent bénéficier de son expérience et peuvent faire appel à ça. Donc, je suis vraiment, vraiment content de l'avoir et je vais te demander, Kylian, justement, de te présenter rapidement en quelques mots. Et je te laisse te présenter comme tu le veux. Ça marche. Bonjour à tous, bonjour Youssef, merci de m'inviter dans cet épisode, c'est super. Écoute, moi j'ai fondé ce cabinet de recrutement d'agents commerciaux indépendants il y a un petit peu plus de 7 ans. J'étais moi-même agent co et on l'a fondé avec mes deux associés parce qu'on est parti du constat que sur le marché, il n'y avait pas de cabinet de recrutement sur l'espace francophone en tout cas, qui était spécialisé dans la mise en relation entre agents commerciaux indépendants et sociétés cherchant à se développer commercialement. Il y avait, quand on est arrivé, si tu veux, des plateformes de mise en relation, mais qui effectuaient très peu de tri, c'est-à-dire que tu pouvais postuler n'importe où, et eh bien, les entreprises se retrouvaient avec des profils qui étaient très très peu ciblés. Et nous-mêmes, on était démarchés aussi par des cabinets qui n'étaient pas non plus spécialisés dans le commerce, ce qui fait qu'ils voulaient nous envoyer sur tout et n'importe quoi. Nous, on vendait du marketing pour le coup, donc on n'est pas très très loin initialement de ce que tu vends aussi, toi, au quotidien. Et on nous appelait pour aller vendre des produits pharmaceutiques ou des trucs en grande distribution ou des trucs qui étaient très, très éloignés de ce que nous, on faisait. Et donc, on s'est dit, il y a un très gros manque au niveau de ce marché-là. Et donc, on a attaqué le marché. On est devenu recruteur un petit peu par défaut et pour répondre justement à un besoin de marché, à la fois de la part des entreprises pour avoir des profils très ciblés et à la fois des agents co qui en avaient marre de recevoir des offres qui ne correspondaient pas du tout à leur profil. Donc, on a développé la boîte il y a 7 ans en France. On s'est développé assez rapidement. Maintenant, on est également en Pologne, en Estonie, en Inde, en Bulgarie. On attaque le marché russe. On va attaquer le Brésil bientôt. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir avoir des agents co sur différentes zones, différentes plateformes et qu'on puisse les connecter et donc permettre de plus en plus à nos clients d'attaquer de nouveaux marchés. Et tout ça avec des profils bien, qui soient toujours autant ciblés. Voilà un petit peu, je pense que j'ai essayé assez vite, mais voilà globalement ce qu'on fait. Parfait, merci beaucoup. Peut-être avoir le nom d'entreprise, ça peut être bien pour les personnes qui, à la fin de l'épisode, voudraient te contacter, même si on le dira à la fin. Mais voilà, si tu sais donner le nom, ton LinkedIn, voilà, c'est le nom et le prénom, ça c'est facile. Et moi, j'étais connu justement parce que justement, j'avais besoin de trouver des personnes. Enfin, j'avais lancé une activité, j'avais besoin de commerciaux indépendants de qualité et malheureusement, comme tu as dit, on ne trouve vraiment pas. C'est vraiment un besoin qui s'est fait ressentir. Je ne pensais pas. Et en regardant un peu sur le marché, il n'y avait pas cette offre-là. Donc quand tu dis que ça s'est fait pas à vos dépens, mais je veux dire par défaut, c'est vraiment ça. Il y avait une grosse demande du marché, moi le premier. Et au Mm. final, voilà, c'est comme ça que je t'ai connu. Et après, quand on a lancé cet épisode, ben, j'étais obligé de t'appeler. Donc voilà, ici, moi, ce que j'avais, c'est que quand je t'avais contacté la première fois et cette fois-ci aussi, tu m'as souvent parlé de la mauvaise image que les entreprises ont du commercial indépendant. Donc en fait, ils ont l'impression que on va prendre un agent co, comme tu l'appelles, euh, qui sera totalement indépendant. On n'a pas besoin de le former, on n'a besoin de rien lui expliquer, et tu laisses et il va Mhm. tout faire et ton chiffre d'affaires va exploser. Alors que la réalité est quand même un peu plus nuancée. Comme tu as dit, Ouais. si tu es spécialisé en marketing, les produits pharmaceutiques, tu peux essayer de les vendre, tu as une base, tu as des connaissances, etc. Mais il faut quand même un certain investissement de l'autre côté de l'entreprise. Donc j'aimerais juste, cette introduction, c'est vraiment pour te poser la question, quelle est l'image que les entreprises ont des commerçants indépendants, même, voilà, moi j'ai présenté un peu, mais toi, tu as une meilleure connaissance, et surtout, de l'autre côté, quel est vraiment le rôle d'un agent commercial indépendant pour toi? Ok.
Alors, il y a trois questions, si je me rappelle bien. La première, c'était le nom de l'entreprise. Effectivement, j'ai oublié de la citer, c'est Actiform Pro. En tout cas, pour ce qui est du marché francophone, on a d'autres noms à l'étranger, mais je ne pense pas que ça concerne spécialement les auditeurs sur ce créneau-là. De toute façon, je pense que c'est sur ton LinkedIn et je pense que ça pourrait être intéressant parce que j'ai beaucoup de personnes qui m'ont demandé, qui travaillent justement avec les pays anglophones et qui parfois Mhm. en cherchent, mais tu sais bien, voilà, il y a certains sites, mais c'est pas toujours de la bonne qualité. Donc, n'hésite pas. Maintenant, je pense qu'ils pourraient te contacter sur LinkedIn. Et voilà. Ouais, bah, à la rigueur, si tu veux, on le refera en anglais sous format anglophone, ce sera un autre délire, ce sera tout aussi sympa. Pour ce qui est de ta deuxième question, c'est-à-dire qu'est-ce que pensent les gens des agents co? Je vais essayer de la prendre sous un angle un petit peu plus général. Il y avait des stats de l'INSEE qui étaient sortis il y a 4 ou 5 ans qui disaient globalement que tu avais seulement un Français sur 7% ou sur 8% qui fait globalement confiance à un commercial. Ce qui donne un petit peu justement l'état d'esprit que tout le monde peut avoir face au commerce et aux agents commerciaux. Alors d'autant plus aux agents commerciaux indépendants, parce que comme ils sont indépendants, ils doivent absolument vendre dans la tête des gens. De par là, effectivement, euh, je pense que beaucoup de gens ont besoin d'agents commerciaux indépendants parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens d'aller recruter les salariés. Ça me paraît à peu près évident. Mais effectivement, beaucoup ont une appréhension parce ils vont considérer que la vente est quelque chose de sale, alors que néanmoins, c'est quelque chose qui est tout à fait nécessaire au fait de faire tourner nos entreprises. Si on n'amène pas de cash, il n'y a pas d'entreprise, c'est un loisir. L'agent co, ça va être justement dans cette équation-là, ça va être la personne qui est capable d'allier une capacité à générer du réseau, et ce de manière qualitative et de manière humaine et de manière concrète en allant côtoyer ce réseau, et le fait d'aller apporter des solutions à ce réseau. Et donc, comme je le disais, la plupart des gens ont une mauvaise image de l'agent co, à tort, principalement. Après, il y a toujours des exceptions, il y a toujours des mecs qui bossent très mal, mais globalement, quand tu développes un réseau, un agent commercial de qualité qui va être vraiment très performant, si tu veux, il va côtoyer le même réseau pendant 5, 10, 15, 20 ans. Donc, de par là, il a besoin de trouver des solutions qui répondent réellement aux besoins de ses clients et pour qu'ils puissent aller les vendre à ceux-ci sans se griller auprès d'eux et qu'ils puissent continuer à travailler sur le long terme avec eux. Donc voilà à quoi répond un agent co. Un agent co, c'est quelqu'un qui a besoin d'avoir des produits de qualité. C'est quelqu'un qui a un besoin de contact, qui aime bien le contact avec les autres et qui cherche à le développer et à l'entretenir sur le long terme et qui va justement essayer de trouver des solutions qui peuvent permettre à son réseau de s'améliorer, d'accroître ses performances et d'aller toujours plus loin en gros, quoi. Justement, en fait, j'avais pensé à t'appeler pour ce podcast suite à une discussion lors d'un coaching avec un entrepreneur et je lui ai dit, voilà, vu toi, ta spécialité, enfin, son activité, etc., je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je lui avais dit, voilà, je connais une entreprise, fais-y appel. J'avais renvoyé vers toi, il m'a dit, non, mais les agents commerciaux indépendants, ils ont vraiment la pression. Et il avait l'image, en fait, de ce qu'on voit dans les films, du commercial qui va venir, qui va mettre le pied sur la porte, qui va toquer à toute la rue, mettre le pied sur la porte pour vraiment te forcer à vendre, etc. Alors que moi, ici, ce que j'aime vraiment beaucoup, comme j'avais discuté avec toi et tu le redis encore une fois, c'est ce côté réseau, c'est ce côté aller au contact, connaître la personne et répondre aux besoins. C'est-à-dire qu'on a toujours l'impression que le seul besoin auquel le commercial veut répondre, c'est son besoin de cash à la fin du mois, même si Mhm. c'est vrai, mais au final, ça passe automatiquement par répondre aux besoins du client. Et c'est vraiment ça Mhm. qui est important. Maintenant, ici, moi, je trouve que voilà, tu m'as. Un instant, voilà, désolé. Ce que je te disais, c'est est-ce que pour toi, un commercial indépendant, moi, si j'en prends un, est-ce que ça va être suffisant pour gérer tout mon côté commercial ou est-ce que Non. justement, il rentre dans une partie, Mhm. avec la réponse était non, est-ce que ça va, à quel moment, en fait, dans ma stratégie d'acquisition, ou quelle place il doit avoir, quel rôle il doit avoir? Bien sûr, ça va être différent d'une entreprise à l'autre, mais pour toi, c'était une réponse un peu générale. Comment le faire rentrer? Parce qu'il reste indépendant, il est à l'extérieur. Je compte Mhm. sur lui quand même parce que voilà, je fais appel, je le paye, etc. Donc, comment faire? Alors, de deux choses l'une, on parlait effectivement de la mauvaise réputation des agents co. J'ai juste vite fait rebondir dessus juste avant. Il faut savoir que quelqu'un qui veut être agent co sur la longue durée, comme je le disais, il va devoir développer un réseau. Donc, il ne pourra pas se développer exclusivement sur du one-shot avec du pied dans la porte. Il y a ces profils-là sur le marché, ils existent. On est notamment là pour essayer de ne pas vous les envoyer. Mais ces profils-là ne font pas de longue durée parce que quand tu vends un produit qui ne répond pas à un besoin, eh bien effectivement, tes clients ne restent pas très longtemps.
Donc, effectivement, les gens qui vont dans la durée dans ce métier-là vont répondre à des besoins et de profils qu'ils côtoient toutes les semaines ou toutes les 2 semaines ou toutes les 3 semaines, de manière très récurrente en tout cas. Euh, Quelle est la place d'un agent co pour répondre à ta question, dans le développement commercial d'une entreprise? Je pense qu'il faut faire appel à un agent co quand tu as déjà réalisé des ventes toi-même. Si tu ne l'as jamais fait toi-même, c'est super risqué. Tu ne peux pas faire à quelqu'un d'autre un truc que tu ne sais pas faire toi-même. Ça paraît juste évident. Deuxièmement, je pense que l'agent co, c'est un investissement, donc c'est un pilier extérieur. Je sais pas, c'est un petit peu comme une armée, si tu veux. C'est-à-dire que quand tu as des troupes, tu as à côté des mercenaires. Si tu n'as que des mercenaires, ça peut marcher, mais c'est quand même super risqué. Donc, l'agent co est un levier de croissance qui est très intéressant parce qu'à court terme, c'est des coûts qui sont très très faibles, même en passant par un cabinet comme le nôtre pour les recruter, ça reste très très faible en termes d'acquisition. Donc tu vas avoir un pool d'agents qui va arriver, qui ne va pas te coûter grand-chose, qui va certes vendre, qui par contre va te coûter beaucoup d'argent en termes de commission et beaucoup plus qu'un salarié. Donc, je pense que ce qu'il faut faire, c'est, quand on essaye de bien se développer, c'est déjà avoir une stratégie d'acquisition digitale. Je pense que c'est euh, prioritaire à l'heure actuelle. Je pense que tu me diras pas le contraire. D'autant plus quand tu as une bonne stratégie digitale, ça te permet de fournir du lead soit à tes salariés, soit à toi, soit à tes agents. Et Mhm. par la suite, eh bien, tu peux mettre un petit peu de ton argent, un petit peu de tes bénéfices dans le recrutement d'un agent, dans le recrutement d'un commercial, dans le recrutement d'une assistante ou peu importe. Mais je pense qu'il faut vraiment une stratégie très variée. On voit des gens qui ont des stratégies exclusivement basées sur le recrutement d'agents co et ça marche que dans très peu de cas en réalité. Ça marche quand le dirigeant est super sympa, que le produit est super cool et qu'il y a une énorme demande marché avec tout ça, avec un truc qui est super bien packagé, super bien brandé. Quand tu sors de ce cas-là, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas parce que l'agent s'intègre bien dans un écosystème. Donc, il s'intègre dans une entreprise qui est prête à le recevoir, qui a déjà réalisé des ventes, qui a un process qui ressemble à quelque chose, qui a un produit qui ressemble à quelque chose et qui a un nombre suffisant de membres à l'intérieur de l'entreprise pour pouvoir interagir et répondre à tout le besoin d'interaction que le fait de recruter un agent co demande. C'est justement l'erreur que j'avais faite. Moi, je voulais créer une muse et j'avais compté sur. C'est dans ce cadre-là que je t'avais contacté d'ailleurs. Et je comptais sur ça. Je me suis dit, bon, l'agent indépendant, il est fort, il sait vendre à tout le monde, tout et n'importe quoi. Moi, je vais juste l'expliquer rapidement et il va aller. Et comme tu as dit, c'est vraiment pas le cas. Certes, Mhm. si les étoiles s'alignent, etc., il pourra le faire, Mhm. mais dans 95% des cas, il ne pourra pas le faire. Et c'est vraiment ça qu'il faut bien comprendre, et c'est pour ça que je fais cet épisode-là. Ici, moi, j'avais une question. Est-ce que il y a, voilà, on va dire les deux grosses parties, les deux gros pain points que moi j'ai avec que je traite dans mes coachings, c'est vraiment la génération de leads et puis le côté conversion. Est-ce que le côté conversion, on va dire, voilà, comme tu as dit, c'est un jeu de chiffres, c'est un jeu de nombres, on peut améliorer, mais quand tu as réussi à avoir, je ne sais pas moi, 1000 leads, généralement, tu arrives quand même à avoir au minimum 10 conversions, en général, en fonction des business, etc. Maintenant, dans la stratégie de génération de leads, est-ce que le commercial indépendant peut aider au-delà de son réseau, ou est-ce que justement, je peux lui demander conseil, il rentre dans les discussions, ou est-ce que c'est vraiment le gars que je, je rentre, à qui j'envoie une tâche à la fin de la discussion avec mes équipes commerciales, marketing, etc., en interne? C'est très compliqué de répondre dans le sens où on est sur un business qui concerne l'humain. Chaque individu ne faisant pas l'autre, je ne peux pas te répondre clairement, il faut faire ci ou il faut faire ça, sans savoir de quel individu exactement on parle. Donc là, c'est très compliqué de te répondre. Par contre, je pense que plus tu développes du lead, plus, même si l'agent va exploiter dans un premier temps son réseau, parce que c'est là qu'il ira, ce sera le plus simple pour lui, si en plus tu peux lui fournir du lead quand le réseau sera épuisé, entre guillemets, du lead de personnes qui, un, vont faire grossir son réseau, donc deux, c'est son intérêt, et trois, va pouvoir t'apporter les capacités en technique de vente de quelqu'un qui est habitué à vendre et qui donc passera sur un taux de conversion qui sera nettement supérieur. Tu disais 10 pour 1000, 10 pour 1000, c'est très très faible. Un agent co va avoir un taux de conversion qui est à peu près d'un tiers globalement. Donc, on est sur des taux de conversion qui sont beaucoup plus élevés. Mais effectivement, si tu as déjà du lead, que lui, il arrive, il t'apporte son réseau, il développe sur son réseau, et que par le lead, tu vas grossir son réseau, tout le monde s'entend très bien. D'accord, parfait. C'est plus clair. Ici, j'avais une autre question par rapport à
le temps de formation, donc généralement, le commercial indépendant, à part si tu as vraiment de la chance, il a travaillé chez un concurrent ou chez une entreprise similaire, mais généralement, il vient d'un autre milieu, il a des contacts, etc. Mais il faut quand même un petit temps pour qu'il, je ne sais pas si tu vends un outil, si tu vends un produit, un service, qu'il se familiarise avec celui-ci, qu'il devienne convaincu pour pouvoir le vendre de manière plus efficace. Et pour toi, justement, cette partie-là, on va dire, c'est un onboarding en réalité pour Mhm. le commercial indépendant. Pour toi, ça devrait prendre plus ou moins combien de temps? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a vraiment un effort à faire ou est-ce qu'il faut le laisser se débrouiller et voilà, vraiment se dire, voilà, il y apprendra sur le tas? Pour toi, comment ça se passe? Parce que je me dis, j'appelle demain un commercial indépendant, d'accord, je paye, mais en termes de temps, souvent, il y a des gens qui me disent, voilà, moi, j'ai le problème, enfin, l'investissement financier ne me dérange pas, mais ne me parle pas en termes de temps. Je lui dis que non, parce qu'il n'y a rien à faire. Si il doit représenter ta marque, ton entreprise, etc., il y a un investissement en temps pour s'imprégner des valeurs que tu veux communiquer, etc. Donc, j'aimerais avoir ton point de vue là-dessus et voir en fonction de ton expérience. Ok. Alors, il y a trois éléments qui vont faire qu'un recrutement est effectif sur le marché. Un, il faut, comme je te disais, que ben, le groupe, l'entreprise soit sympathique, ils aient envie de bosser avec. Deuxième élément, il faut que le produit soit cool également. Et troisième élément, il faut que les agents ciblés soient disponibles. Nous, on va segmenter les agents sur le fait que ceux-ci disposent à minimum, à grand minimum de 3 ans d'expérience dans un domaine qui soit au moins complémentaire, si ce n'est directement dans le même domaine que le client, ce qui va permettre de réduire la période de formation. Par contre, tu parlais de temps globalement avant que l'agent soit effectif sur le terrain. Je pense qu'il n'y a pas que la formation. À mon avis, tu as deux étapes là-dedans. Tu as une première étape pour attirer et fédérer l'agent et une deuxième étape qui est une étape formation produit. La formation produit, tout dépend de la complexité de ton produit. Si tu vends un site internet et que tu as besoin, je ne sais pas, de quelqu'un qui bosse une ou deux journées pour bien comprendre exactement, alors je ne connais pas les termes techniques, mais pour bien comprendre exactement euh, quel est tout le vocabulaire, tout ce qui permet de vendre, eh bien, tu vas avoir un ou deux jours. Si tu vends, comme c'est le cas d'autres clients à nous, qui vendent des machines de montage industriel ultra complexes à 3 millions d'euros, ton gars, il va te former pendant 2 semaines. Donc, tout dépend vraiment du produit que tu vends. Par contre, la première partie qu'on n'a pas citée, pour le coup, c'est la partie attirer et fédérer l'agent. Je pense que ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'il faut que le gars, il ait envie de bosser avec toi. Ça, c'est quand même très, très important. C'est pas juste, il a un réseau, il va faire du fric, tout va bien se passer. C'est, on a besoin, à un moment, l'agent, c'est quelqu'un qui va prendre un risque pour une entreprise. C'est-à-dire qu'il va faire rentrer un produit dans son portefeuille, il va donc obtenir ce qu'on appelle la carte. Il va avoir une carte d'une entreprise, donc en référence à la carte de visite. Et donc, de par là, il ne peut pas gérer un ensemble trop grand de produits, donc il est obligé de les sélectionner. De par là, le, le nombre de produits qu'il va prendre représente un risque parce qu'il a des produits qui rapportent plus, il a des cartes mères, des cartes secondaires. Et donc, l'idée, c'est que il faut quand même donner envie à cette personne d'aller prendre le risque de développer le produit en pensant que c'est lui qui, à la fin du mois, ne sera pas payé si jamais ça n'a pas fonctionné. Ça tombe bien, justement, à ce point-là, je ne le voyais pas du tout. J'avais vraiment pas pensé parce qu'on se dit toujours, voilà, le commercial indépendant, il cherche du taf et tant que tu lui donnes de l'argent, c'est OK. Mais c'est vrai que même pour toi, on va dire, même en termes de, on va dire même en termes de chiffre de manière égoïste, au-delà du fait qu'il soit attiré ou pas, si tu Mhm. arrives à le convaincre et l'attirer par ta personnalité, par tout ce que tu as dit tout à l'heure avec l'équipe chouette, avec un produit agréable, un beau packaging, etc., même lui aura envie, et on sait bien qu'il n'y a rien à faire. Quand tu as plus envie, etc., la vente se fait plus facilement, il y a une conviction derrière, et tout se simplifie, et même le chiffre d'affaires augmente, ce qui est au final la finalité des entrepreneurs. Donc, ici, vraiment, qu'est-ce que pour toi, qu'est-ce qui est nécessaire pour donner envie à un agent co de travailler avec? Et en contrepartie, qu'est-ce qui le ferait fuir? D'accord. Je vais te répondre déjà à l'élément que tu as recité avant et je réponds à ta question. Tu as dit l'agent co, il cherche du boulot. C'est pas vrai. Tu vas avoir des gens qui veulent se lancer comme agent co qui cherchent du boulot. Ça existe sur le marché. Par contre, il faut que tu saches que tu as à peu près 100 fois plus d'entreprises qui recherchent des agents que d'agents sur le terrain. Donc, les agents qui sont dans leur secteur depuis 10 ans, ils ne cherchent pas de travail, ils n'envoient pas de CV, ils ne sont pas postulants ou que ce soit. Ce sont des chefs d'entreprise comme toi et moi. Et nous, justement, on va les chasser, on va les séduire pour le compte de nos clients. Ces gens ne sont absolument pas à la recherche et il faut justement faire tout un travail pour pousser un produit pour qu'ils acceptent de communiquer avec l'entreprise et peut-être de travailler avec eux. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour attirer un agent?
Bien, je pense qu'il faut être sympa justement et ne pas le traiter comme un salarié. L'agent, enfin, on va avoir deux types d'agents, des gens qui veulent se lancer, des gens qui sont déjà lancés. Si on cherche des gens qui sont déjà lancés, qui ont déjà du réseau, ces profils-là sont des chefs d'entreprise. Donc, si on leur demande un CV, si on leur demande une lettre de motivation, tu vois, si on leur demande un effort très considérable, alors qu'en réalité, quand tu regardes l'équation est très simple. Tu as une entreprise qui veut vendre, tu as quelqu'un qui a le réseau pour le faire. Et en général, l'entreprise qui veut vendre va demander à la personne qui peut lui permettre d'accéder à son objectif d'agir comme un subordonné. En réalité, si tu veux séduire un agent, il faut agir d'égal à égal en lui disant, écoute, nous, on a un truc qui est super, on arrive à le vendre, on a ce process-là pour le vendre, on pense que le process peut être amélioré, on pense que le process peut être dupliqué, écoute, t'en penses quoi, qu'est-ce qu'on peut faire? Je pense que c'est ça vraiment l'approche à faire. Et ce qu'il ne faut pas faire, c'est évident, c'est le traiter comme si tu faisais, je sais pas, comme si tu étais passé chez Michael Page, que tu recrutais un bizdev et que tu avais 15 entretiens psychotechniques pour juger de la viabilité intellectuelle, psychologique et tout ce qui s'ensuit de la personne en question. Parce que là, ton agent, il va se barrer depuis longtemps. Mais c'est parfait parce que je savais que les entreprises étaient en recherche active, on va dire, qu'il y avait une pénurie, mais le rapport 1%, ça, je ne le savais vraiment pas. Mhm. Là, tu vas de me choquer un peu. J'avais aussi, par rapport à ça, tu parles beaucoup de l'agent qui va amener son réseau, qui ne doit pas le cramer, etc. Mais quand Mhm. je dis des jeunes, parce que je vois beaucoup de jeunes à Janco, tu te dis, voilà, moi, je n'ai pas encore vraiment mon réseau. Est-ce que quelqu'un qui n'a pas vraiment de réseau, je l'embauche vraiment pas, ou je me dis, voilà, je lui donne sa chance et il peut quand même, via sa force, développer son réseau, etc., via ses compétences de vente. En fait, quel est le rapport entre les compétences et le réseau quand je cherche? Comment je Mhm. dois évaluer ces deux-là? Bah, en fait, ça dépend de l'investissement en temps que tu es prêt à mettre. En général, quand des sociétés recherchent des agents, elles vont chercher quelqu'un qui est déjà implanté et quelqu'un qui est implanté, sur le même type de clientèle et qui a vendu des choses similaires, parce qu'ils savent qu'avec cette équation-là, ils vont réduire le temps à investir pour que cette personne soit effectivement sur le terrain à développer de la vente. Quand tu prends un jeune qui est peut-être très bon en technique de vente et qui est peut-être une très bonne acquisition, je ne dis absolument pas le contraire. Par contre, ça va te coûter beaucoup plus de temps, le temps qu'il te rapporte des ventes. Il va falloir le former, il va falloir le suivre, il va falloir que tu aies déjà un processus de vente bien établi qu'il va pouvoir dupliquer dans un premier temps. Il va falloir, tu vas avoir toute une expertise sur la typologie de clientèle qui va pas encore être présente. Et donc, il faudra soit l'avoir déjà développé, soit être suffisamment bon en leadership pour le tenir le temps de la développer avec lui. D'accord. Donc maintenant, je suis en train de me mettre à la place d'un dirigeant qui demain doit faire appel à un agent commercial. Je me dis, voilà, c'est vrai que ce serait quand même intéressant. Dans un premier temps, les premiers agents co que je prendrais, peut-être que je miserai après sur des jeunes qui me semblent ambitieux, mais dans un premier temps, des personnes qui ont quand même un petit réseau au minimum, un peu d'expérience dans la vente, donc ça, c'est clair. Euh, pour toi, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme paramètres à prendre en compte avant d'en choisir un? C'est vrai qu'après, je dois les attirer, mais avant de les Mhm. attirer, j'aimerais bien faire une sélection pour être sûr que tout l'effort que je fais derrière, à la fin, je ne sois pas déçu. Tu vois, donc vraiment, Mhm. comment sélectionner ces leads, on va dire, ces partenaires Ouais. potentiels. Ben, je pense qu'il faut sélectionner des gens avec qui tu as envie de travailler. Je pense que la base est quand même là. C'est-à-dire que c'est des gens que tu vas appeler beaucoup, tu vas faire beaucoup de vidéoconférences avec eux, tu vas probablement les rencontrer beaucoup physiquement s'ils sont à côté de chez toi. Donc, sélectionne, à mon avis, je pense que le premier critère, c'est surtout ça, c'est est-ce que tu as envie de travailler avec cette personne? Si c'est pas le cas, ça va quand même être très compliqué. Tu pars avec un handicap qui est quand même assez important, quoi. Donc, je pense que le premier critère est là. Et après, c'est est-ce qu'il se projette dans l'activité? Est-ce que vous arrivez à vous projeter ensemble? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se crée et est-ce que ça donne envie d'aller de l'avant? Après, on peut rajouter en fonction de chaque entreprise, de chaque besoin, de chaque personne, des critères qui soient plus ou moins précis, mais je pense que la base est quand même là, hein. D'accord, donc ça reste assez relationnel, assez humain. Et c'est vraiment tout une question de, je vais pas dire feeling parce que c'est trop subjectif, mais voilà, vraiment d'objectif, de vision commune, etc. Donc d'accord, ça va. Je voyais vraiment pas les choses comme ça. C'est marquant, c'est intéressant. Et ici, moi, j'aimerais savoir de manière plus financière, le coût Mhm. plus ou moins moyen que ça me coûterait parce que la dernière fois, justement, c'est ça qui a déclenché le fait que je viens de te contacter, etc. Quand mon coach il me Mhm. disait, voilà, je sais pas, ça va me coûter combien, etc. C'est vrai que j'avais une idée, parce que j'avais déjà discuté avec toi, mais je suppose que ça dépend en fonction des différents marchés, en fonction des entreprises, etc. Donc j'aimerais avoir toi ton avis là-dessus. Ce sera plus précis que ma réponse.
Effectivement, ça dépend des différents marchés. Après, je peux donner une moyenne. Une moyenne, globalement, une campagne de recrutement pour avoir entre 10 et 20 profils, ça va coûter à peu près 2 000 euros. Ce qui est très inférieur, si on parle de nos coûts à nous, hein, ce qui est très inférieur à un coût de recrutement classique où un cabinet va te prendre entre 10 et 25% du salaire annuel de la personne, ce qui serait très élevé si on faisait la même chose sur les agents co, parce que comme leurs commissions sont très largement supérieures à ce qu'un salarié va avoir, si on prenait vraiment 10%, on serait sur des tarifs qui seraient complètement inabordable pour l'immense majorité des entreprises. Je pense qu'il faut compter à peu près 2 000 euros en moyenne, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins. Tout dépend de la rareté des profils que tu vas cibler et tout dépend de la faisabilité de ton projet. D'accord. Et d'après ton expérience, sur 10 ou 20 profils qui sont générés via une campagne Mhm. de recrutement, combien en général, avec, je me dis, voilà, sur 10, 20, je ne sais pas toi, mais d'après ton expérience, il en reste combien? Combien sont vraiment pertinents à prendre et combien généralement les entreprises prennent? Ça dépend de ton propre taux de transfert. En réalité, ça va dépendre de ton propre taux de transfert. Plus l'entreprise va avoir les critères dont on parlait tout à l'heure, donc boîte sympa, équipe sympa, projet sympa, produit sympa, tout ce qui s'ensuit, plus le taux de transfert va être élevé. Je pense que sur 10 à 20 personnes, il faut cibler 1 à 4 agents qui tiennent au final. Ce qui est déjà plutôt pas mal en réalité. Quand tu regardes l'investissement qui est très peu cher, mine de rien, euh, d'avoir 1 à 3 personnes ou peut-être 4 qui vont vraiment bien développer pour toi, au moins sur les 6 8 prochains mois, ça reste relativement cohérent normalement. C'est ce que je me dis parce que moi, je pensais justement, avant de te contacter, qu'il y avait aussi un paiement qui est récurrent, etc. Mais là, justement, toi, ton travail s'arrête, on va dire, au début, tu me ramènes les gens et après, au revoir. Et je trouve que vraiment le prix est très, très démocratique, très intéressant par rapport à toute la sélection. Moi, j'ai vu un peu les profils que vous avez, etc., que vous offrez. C'est vraiment quelque chose d'assez bien développé. On voit qu'il y a une expérience derrière. Comme tu as dit, le fait d'avoir des gens qui ont déjà travaillé dans des secteurs d'activité, que ce soit le mien ou assez proche, c'est vrai que Mhm. c'est assez marquant et c'est un vrai travail. Donc, l'investissement par rapport aux résultats obtenus, je pense que ça vaut vraiment la peine. Et j'aimerais savoir aussi, moi ici en tant qu'entrepreneur, quel coût autre que le tien ça va générer, c'est-à-dire quelle est la moyenne plus ou moins en général le pourcentage que l'agent commercial prend. Approximativement, pas grand-chose. C'est-à-dire que l'agent, dans tous les cas, au début, normalement, tu le lances sans lead. Donc, tu n'as pas de lead à lui fournir. Tu peux lui en fournir s'il tourne. Moi, c'est ce que je conseille en tout cas. Donc, déjà, de bâtir une machine à lead. Deux, d'envoyer des leads aux agents s'ils ont déjà réalisé des ventes. Ça va te coûter surtout du temps. C'est beaucoup plus du relationnel, comme on disait depuis tout à l'heure. Ça va te coûter du temps et ça va peut-être te coûter un petit peu d'argent si tu n'es pas forcément très bon en design et qu'il faut refaire les plaquettes de vente, le site internet ou ce genre de choses. Parce qu'il est évident que s'il n'a pas le matériel pour travailler, il ne vendra pas. Ça, même avec toutes les techniques de vente du monde, au bout d'un moment, il faut bien pouvoir présenter un produit. Donc, si tu sais faire du design, que tu sais générer des leads, ça va juste te coûter du temps. Si tu ne sais pas le faire, ça va peut-être te coûter, bah, tout dépend de ce qu'il y a à créer. Là, pour le coup, je ne peux pas chiffrer des produits en design, c'est très très loin de mes compétences. Mais je pense qu'il faut se renseigner auprès d'agences spécialisées qui pourront dire exactement quels sont les coûts sur ce genre de choses. D'accord. Et la rémunération moyenne d'un agent co, c'est plus ou moins combien en général? Combien ils vont gagner par entreprise avec laquelle ils travaillent ou combien ils gagnent globalement? Non, combien, moi en tant qu'entrepreneur, combien je dois lui donner à la fin du mois, par exemple? Mhm. Je ne sais pas s'il faut que tu te poses la question de combien tu dois lui verser ou de ce qu'il te permet de te développer et donc combien de pourcentage tu es prêt à lui laisser. Je pense que la question est là. Il faut voir avec cette personne si elle peut vraiment apporter un coup de boost à ta société et à partir de là, tu fais une balance tout simplement bénéfice-risque et tu prends un pourcentage qui est relatif à cette balance-là. Si quelqu'un t'apporte un quart de ton chiffre d'affaires, je pense qu'il faut lui verser beaucoup d'argent. Je pense qu'à l'inverse, s'il t'en rapporte un centième, c'est peut-être pas forcément très intéressant d'avoir des, des commissions très, très élevées. C'est pour ça que j'ai bien aimé ta réponse parce que j'ai dit donner et je voulais justement que tu reviennes là-dessus parce que souvent on le voit comme une charge alors que l'avantage des commerciaux indépendants par définition, c'est justement il n'est payé que suite à ton gain. Donc c'est limite une récompense et c'est une bénédiction et pour nous et pour lui parce que voilà, le risque quand même, il est plus de son côté que d'une autre. En tant qu'entrepreneur, c'est quand même un gros risque qu'il prend avec et je voulais savoir, par exemple, je ne sais pas si toi, tu as en fonction de
des secteurs d'activité où tu peux me dire un ordre de pourcentage, plus ou moins, une moyenne, en fonction de certains secteurs d'activité qui seraient communs? Parce que je suppose que voilà, je peux essayer d'évaluer la balance risque-bénéfice, mais il n'y a rien à faire. Si j'arrive à trouver un benchmark, ça peut être intéressant. Ça marche. Je vais donner les chiffres de mes agents co, ça va être plus simple parce que j'ai moi-même des agents co, ce qui serait tout à fait illogique de ne pas en avoir dans mon cas. Moi, je leur verse entre 20 et 40 selon le fait que j'apporte le lead ou qu'ils aillent le chercher eux-mêmes. 40 s'ils vont chercher le lead et 20 si j'apporte le lead en question. Ce qui est à peu près globalement les coûts que tu vas retrouver dans le service auprès des sociétés qui payent bien. Je suis plutôt dans la moyenne haute, donc tu as tout un tas de sociétés qui payent moins. Euh, mais on va être globalement dans tous ces coûts-là, sur tout ce qui va être référencement, EA, Internet, développement d'applications, formation, enfin beaucoup de services liés à on va dire, l'accroissement du capital des entreprises, globalement, tournent autour de ces émissions-là. Justement, ça va, ça me semble vraiment, comme tu as dit, ça c'est pour les services. J'allais Mhm. directement te dire, quand tu m'as dit 20 à 40%, je me suis dit, c'est vrai que c'est. Moi, quand j'avais regardé entre nous, j'avais une idée entre 15 et 30%, comme tu as dit, en fonction du fait, est-ce que tu ramènes le lead ou pas. Donc, c'est vrai que tu es dans la moyenne haute. Ici, pour le produit, pour le secteur d'activité qui vend des produits, qu'en est-il? Est-ce que tu as une idée aussi? Alors, c'est beaucoup plus faible parce qu'en général, quand ils vendent des produits, ils vont les vendre à ce qu'on appelle les centrales d'achat principalement. Donc, tu sais, toutes les centrales qui redistribuent la nourriture chez Leclerc, par exemple, ou ce genre de choses. Là, ils vont être sur des commissions qui vont de 5 à 12, 13, 14, 15% pour les plus chanceux. Mais par contre, ils sont sur des sommes qui sont bien plus importantes également. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. À contrario, si tu prends également tout le secteur financier, donc banque, assurance, immobilier, qui a aussi beaucoup d'agents co, tu vas avoir des commissions qui vont être encore plus faibles parce que les montants finaux vont être bien plus élevés encore. D'accord. Et justement, tu as évoqué deux secteurs d'activité. Je voulais savoir quels secteurs d'activité font vraiment appel et pour toi, quels secteurs d'activité ne devraient pas en tout cas faire appel à des agents commerciaux. Alors, ne devrait pas faire appel, c'est assez compliqué à savoir. Je pense que ben, tous les business physiques qui ne font du business qu'autour d'eux, c'est très compliqué d'avoir des agents co. Ça se fait néanmoins. On arrive à recruter pour des boîtes qui font du paysagisme, bien que ce soit quand même vachement plus compliqué que quelqu'un qui veut vendre un ordi en centrale d'achat. C'est assez clair et net si le product market fit est bon. Euh, Quelle société doit faire appel à des agents co? À peu près toutes en réalité. Enfin, tout ce qui n'a pas un business physique et lié à une localisation très très fixe peut très facilement faire appel à des agents co. Après, il faut voir la faisabilité pour ceux qui sont sur une petite zone, mais tous ceux qui peuvent vendre sur des très grandes zones, en tout cas, il y a absolument aucun problème. D'accord. Et ici, par exemple, s'il y a un auditeur qui regarde, qui se dit, voilà, moi, Kylian, il me semble très, très intéressant, il vient, il t'appelle, après combien de temps, plus ou moins, il peut s'attendre à travailler enfin avec un agent co. Donc, du moment Mhm. qu'il t'envoie un message jusqu'à ce que son agent co commence à prospecter, en moyenne, plus ou moins. Alors pour que nous, on commence à proposer les premiers agents, il faut compter en moyenne 2 à 4 semaines. Alors, encore une fois, plus on va réunir les critères dont on parle depuis tout à l'heure, plus ça va être beaucoup plus court. Si l'entreprise est super, super sexy aux yeux de l'agent, entre guillemets, ça peut prendre juste quelques jours le temps de trouver les agents. Si, à l'inverse, on est sur quelque chose de très précis, très pointu, où le vivier potentiel est très faible, on peut mettre plusieurs semaines, peut-être même plusieurs mois avant de trouver l'agent en question. Donc, tout va vraiment dépendre de, quelle est la taille du vivier qu'on va cibler pour eux, deux, comment on va pouvoir vendre l'entreprise auprès de l'agent, et trois, quel est le taux de disponibilité à l'intérieur de ce vivier. Ah, ça va, d'accord. Parfait. J'avais une petite question qui est un peu, voilà, c'est plus pratique, c'est-à-dire que toi, quand tu es en phase, je suppose que tu es souvent face à des entrepreneurs qui hésitent, ils se disent, voilà, je ne suis pas encore sûr. Moi, justement, parfois, je trouve que c'est vraiment la solution au problème de mon coaché, mais malheureusement, il y a une certaine réticence, il y a toute une, il y a des freins mentaux, je ne sais pas pourquoi, face à ça. Hmm. Comment toi, si tu devais juste résumer en allez, on va dire trois arguments, comment tu pourrais convaincre quelqu'un de faire appel à un agent co?
Je pense qu'il faut qu'ils le veuillent. Moi, je ne suis pas un adepte de la vente forcée, très honnêtement. Je ne recrute pas d'agents qui font de la vente forcée non plus. On sélectionne nos clients et on prend que les agents, enfin, on prend que les agents et les clients qui veulent aller dans le même sens. Je ne crois pas que pousser une vente pour la pousser, on en revient à ce qu'on avait au tout début, c'est par rapport au one shot. Nous, on est dans une optique de réponse. Il faut savoir qu'on a énormément de leads. On a vraiment beaucoup de demandes. On en veut bien plus, il n'y a aucun problème. Mais on va vraiment sélectionner des profils qui sont dans une démarche où c'est abouti dans leur tête. Ils peuvent nous rappeler pendant plusieurs mois s'ils ont besoin de faire aboutir cette chose-là. Mais on ne va pas pousser une vente pour obtenir un client de plus. Le but est vraiment d'avoir des clients qui souhaitent se développer et avec qui on va pouvoir faire quelque chose de bien, de beau et de vrai, quoi, globalement. D'accord. Je retourne la question parce qu'elle était mal formulée, tu as raison. Tu m'as donné un élément de réponse, c'est par exemple, tu m'as dit les entreprises qui veulent se développer. Donc, quels sont ici, on va dire, les trois bénéfices qu'aurait une entreprise à faire en faisant appel à un agent commercial? Parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont déjà parlé et qui n'ont jamais considéré la question. Donc, si je devais le résumer en 3 points, voilà pourquoi prendre un agent commercial indépendant. Bah, très peu de coûts d'acquisition. Tu n'as pas non plus de charges fixes, donc pas de salaire, pas de voiture de fonction, pas tout ce qui s'ensuit. Et tu vas travailler avec quelqu'un que tu vas plus facilement pouvoir considérer comme un égal en tant que chef d'entreprise. Et comme les chefs d'entreprise sont en général des gens assez seuls, mine de rien, c'est plutôt pas mal d'avoir quelqu'un qui va avoir des appréhensions qui vont quand même être proches des tiennes et qui vont être dans le même temps impliqués dans les résultats de ta boîte. D'accord, parfait. Merci beaucoup. Je pense qu'on a abordé un peu tout. Je ne sais pas si tu as d'autres éléments que tu aimerais rajouter. Il me semble que tu as été très très complet. Je te remercie d'ailleurs. Je ne sais pas si tu as d'autres points. Non, je pense qu'on a vu effectivement le plus gros. Je te remercie également de m'avoir invité, c'était super. Et Et puis, désolé de te couper. Juste avant de quitter, j'aime bien faire ça. En fonction de toi, ton réseau, justement, quelles sont pour toi les 2 ou 3 personnes qui seraient intéressants d'interviewer pour les auditeurs, pour qu'ils partagent leur expérience avec toutes les personnes pour le Lead Club, c'est-à-dire des personnes qui peuvent apporter une valeur ajoutée pour toute personne qui cherche à améliorer sa stratégie d'acquisition. là, il faudrait vraiment que j'y pense plus sérieusement que ça, très honnêtement, parce que les gens dans l'acquisition, j'en vois toute la journée. Pour t'en citer que trois, je te les enverrai. Je t'enverrai trois personnes très Ah, pointues dans des domaines complémentaires. Mais j'ai trop de noms qui m'arrivent en tête et je voudrais pas citer. Je voudrais être sûr de pouvoir bien choisir les bons pour le coup. ça va, parfait. Merci beaucoup, Kylian. En tout cas, ça m'a vraiment fait plaisir. Tu m'as apporté beaucoup, beaucoup de valeur. Je ne m'y attendais pas. Franchement, je savais que tu allais me surprendre, mais je ne savais pas qu'il y avait autant d'informations qui allaient sortir. Je suis agréablement surpris. Ça fait vraiment plaisir. Et merci pour ton temps. Et on se dit à très bientôt. Et j'attends les trois noms. Ça marche, on fait comme ça. Je te remercie également, je te dis à très vite et je vous souhaite à tous une excellente journée. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.